Bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs de Voyage au bout de la nuit, à tous les téléspectateurs, à tous les curieux, aux fidèles de l'émission, à ceux qui la découvrent, à ceux qui aiment tout simplement la littérature et découvrir ou réentendre des classiques que vous avez lus peut-être déjà ou tout simplement avoir envie de les réentendre. Bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. On va continuer la lecture de Un bon petit diable, un roman pour enfants plutôt écrit par la comtesse de Ségur. Vous le savez, elle en a écrit quelques-uns. Et ce sont souvent des romans qui sont un petit peu moralisateurs, où on fait toujours la différence entre le bien, le mal, le juste et l'injuste, comme je vous le disais tout à l'heure. Et l'histoire du bon petit diable, c'est une histoire toute mignonne. En fait, c'est l'histoire d'un orphelin. C'est un petit Charles, il s'appelle Charles, et il vit en Écosse chez Madame Macmish. C'est une vieille cousine avare et féroce. Et pour se venger de la méchanceté de cette dernière, le jeune garçon, dont notre petit Charles, il va imaginer tout un tas de farces et d'astuces pour lui jouer des mauvais tours. Mais à ce moment-là, la cousine va décider de se débarrasser de lui en l'envoyant dans la sinistre pension de Monsieur Oldnick. Voilà, où il va avoir affaire à un monsieur terrible d'une sévérité extrême et soutenu par Betty qui est la domestique, et par la douce et tendre Juliette, le bon petit diable, donc ce bon petit Charles, va faire preuve de beaucoup de finesse. Il va faire tout un tas de gags et de coups bas pour essayer d'échapper à ce terrible sort. Et on va voir s'il va réussir. Alors c'est un roman qui a été adapté assez souvent. Vous ne le savez peut-être pas. Il a été adapté d'ailleurs au théâtre, à Paris et à Broadway notamment, mais alors aussi à la télévision et au cinéma, voilà, notamment en 1983 dans un film de Jean-Claude Brialy, par exemple. Peut-être que vous le saviez. Et on va continuer tout de suite notre lecture, là où je me suis arrêtée tout à l'heure. Donc j'en suis au chapitre 15, c'est quasiment la moitié du roman. Et je vous invite également, si vous avez manqué le début, à nous retrouver sur la page replay de l'émission. Comme ça, vous pouvez réentendre, réécouter à loisir en prenant le temps que vous avez envie d'avoir pour vous, pour réécouter, réentendre, partager ces lectures qui sont les vôtres et qui sont pour vous. Donc je reprends tout de suite au chapitre 15 qui s'intitule « Madame Macmish dégorge et s'évanouit ». Le juge de paix, voyant entrer Charles. « Comment ? Te voilà, mon garçon ? Eh bien, t'as pas fait une longue station à Ferris Hall ? Comment t'en es-tu tiré ? Est-ce pour longtemps ? Pour toujours, monsieur le juge. Et je viens vous demander votre appui pour ne pas rentrer chez ma cousine Macmish, qui d'ailleurs ne veut pas de moi. Et puis, pour me permettre de vivre chez mes cousines, Dykins. Le juge, bon, écoute, mon ami, pour moi, ça m'est égal. Mais tu ne dépends pas de moi seul. Tes cousines Dykins ne sont pas riches, tu le sais bien. Peut-être ne voudront-elles pas de toi. Elles n'auront pas de quoi t'entretenir. Mais moi, je suis riche, monsieur le juge, et je leur abandonne volontiers tout ce que j'ai. Tu m'en as déjà touché un mot, oui, tu m'as dit que tu avais 50 000 francs, que ta cousine Marianne m'en a parlé aussi, mais la cousine Macmish jure, c'est grand Dieu, que c'est pas vrai, que tu n'as rien. Elle ment, monsieur le juge. Demandez à Marianne pour qu'elle vous fasse voir des preuves. Vous saurez de quel côté est la vérité. Je verrai. Je m'en occuperai, mon ami. En attendant, je t'accorde volontiers l'autorisation de vivre chez tes cousines Dykins. Voilà 2 braves filles qui ne ressemblent pas à la cousine Macmish. Merci. Merci, mon bon monsieur le juge. Juliette va-t-elle être contente, aussi contente que moi ? Le juge. Juliette aime un petit diable comme toi ? Allons donc. Quelle plaisanterie. Elle m'aime si bien qu'elle pleurait quand j'ai dû entrer chez monsieur Oldnick. Ainsi, ce n'est pas de la petite affection, ça, pleurer. C'est qu'on ne pleure pas quand le cœur n'est pas touché. On pleure que lorsque le cœur est bien touché. Je sais ça, moi. Le juge riant. Bon, tant mieux pour toi si Juliette t'aime. Cela prouve que tu vaux mieux que ce que je pensais. Allez, va, mon ami, va chez tes cousines. Je m'occuperai de ton affaire. Tiens, justement, j'entends Marianne. Et vous donnerez ce qui m'appartient à mes cousines Dykins, monsieur le juge, n'est-ce pas ? Ceci dépend pas de moi, je te l'ai déjà dit.
Je ferai seulement de mon mieux pour éclaircir l'affaire. » Charles sortit à moitié content. Il craignait d'être à charge de ses cousines et que Juliette, surtout, ne souffrit de leur position gênée. Il alla du côté de la rue du Baume tranquille, et il dut passer devant la maison de Madame Macmiche, rue des Combats. Elle était dans sa cuisine. Charles mit le nez à la fenêtre et vit Madame Macmiche avec un monsieur qui lui était inconnu. Tous deux tournaient le dos à la fenêtre et causaient avec animation. Surtout Madame Macmiche, son bonnet de travers, ses mouvements désordonnés, dénotaient une vive agitation et un grand mécontentement. Charles se retira prudemment et continua son chemin. Son cœur battit plus vivement quand il tourna le bouton de la porte et quand il se trouva en présence de Juliette qui tricotait comme de coutume. Au léger bruit qu'il fit en ouvrant la porte, Juliette se retourna vivement, écouta avec attention. « Qui est là ?» dit-elle d'une voix légèrement émue. Charles sourit mais ne répondit pas. « C'est toi, Charles ? Réponds donc. Allez, c'est toi ? Je suis sûre que c'est toi. »« Juliette ? Juliette, ma bonne Juliette !» s'écria Charles. « C'est moi, oui, c'est moi. Je reviens pour ne plus te quitter. Le juge l'a permis, je vivrai avec toi. » Charles s'élança au cou de Juliette avec une telle impétuosité qu'il manqua de la jeter par terre. Elle l'embrassa avec une grande joie. « Mon bon Charles, que je suis contente de te savoir hors de cette horrible maison. »« Horrible, tu as bien raison. Horrible, c'est bien le mot. J'ai eu du mal pour en sortir, va. »« As-tu été bien malheureux, mon pauvre Charles ?»« Malheureux, non. Non, j'étais trop occupée. Pense donc quel travail pour inventer des choses affreuses, inouïes, et pour les exécuter tout seul, sans autre aide que celle très rare et difficile de Betty. Il fallait arriver à me faire chasser et pourtant à ne jamais être découvert. Je n'avais pas le temps d'être triste et malheureux. Juliette, ainsi tu n'as pas du tout pensé à Marianne, ni à moi ? Au contraire, toujours. Tout ce que je faisais, c'est que j'inventais. C'était pour vous rejoindre. Et toi, Juliette, pensais-tu à moi ? Oh, moi toujours. Moi toujours, j'étais inquiète, très triste. Mes journées ont été bien pénibles en ton absence, mon pauvre Charles. J'avais si peur que tu ne fisses quelque chose de mal, de réellement mal. Tu sais que tu as toujours l'idée de te venger quand on a mal agi envers toi. Et c'est un si mauvais sentiment, si contraire à la charité que nous commande le bon Dieu. Et quand tu offenses le bon Dieu, mon pauvre Charles, j'en éprouve une telle peine que je te ferais pitié si tu voyais le fond de mon cœur. Juliette, chère Juliette, pardonne-moi, je t'assure que ce n'est pas exprès que je suis méchant. Je le sais, mon ami, mais tu te laisses trop aller. Tu ne pries pas le bon Dieu de te venir en aide et alors, tu n'as pas de soutien et tu tombes. Sois tranquille, Juliette, à présent que je serai avec vous deux, tu verras comme tu seras contente de moi et comme je t'écouterai docilement, sagement. » Juliette sourit, se tut et reprit son tricot. « Sais-tu que j'ai bien faim, Juliette ? J'ai mangé un morceau de pain sec à 8 heures et il est midi passé. J'attends Marianne pour dîner, mais si tu veux manger une tranche de pain, tu sais où il est. Prends-en un morceau. Je vais manger une bouchée en attendant. Je craignais que tu n'eusses dîné. » Comme il achevait son morceau de pain, Marianne entra. « Ah, te voilà, Charlot, dit-elle en l'embrassant. Tu t'es donc fait chasser ? Cela ne m'étonne pas. Je l'avoue, prends garde à te faire chasser aussi par Juliette, qui va t'avoir toute la journée sur le dos. Non, Marianne, je travaillerai. J'irai chez monsieur le curé, chez le maître d'école. Ils me feront travailler et je ne vous ennuierai pas. Je ne ferai aucune sottise. Je deviens raisonnable à présent. Ah, depuis quand, monsieur Charlot, êtes-vous passé dans les rangs des gens sages ? Depuis longtemps, depuis que je suis malheureux. C'est singulier que je m'en sois pas aperçue, ni Juliette non plus. Charles, vous, Marianne, vous ne me connaissez pas, mais pour Juliette, je suis sûre qu'elle me trouve de plus en plus sage. Juliette sourit. Charles la pressa de répondre. Elle finit par dire : ne parlons pas du passé et songeons à l'avenir. Je parie que Charles va être tout autre avec vous qu'avec ma cousine Macmiche. Ah oui, je ressemblerai aussi peu à ce que j'étais que vous ressembliez à la vieille cousine. Marianne, allons, que Dieu t'entende, Charlot. Je ne demande qu'à te rendre service et à trouver en toi un second saint Charles. Au même instant, la porte s'ouvrit avec violence et Madame Macmiche parut sur le seuil, à la grande terreur de Juliette, qui la devina à son souffle bruyant et au cri étouffé de Charles. Tout le monde garda le silence. Madame Macmiche, pâle et tremblante, s'approcha de Marianne, qui l'attendit de pied ferme. «
Marianne, dit-elle d'une voix adoucie par l'émotion. Qu'avez-vous dit au juge relativement à moi. Au juge, répondit Marianne très surprise. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne me souviens pas d'avoir parlé au juge. Vrai reprit la Macmiche en se remettant sur son émotion. Il a donc inventé, menti, pour me faire parler sans doute. Monsieur le juge n'est pas capable de mentir, dit Charles, qui était dans un recoin sombre de la salle et que madame Macmiche n'avait pas encore aperçu. En entendant la voix de Charles, madame Macmiche se retourna vivement et poussa un cri d'effroi. Le voilà retenu, ce cauchemar de ma pauvre vie. Comment s'est-il échappé? Remettez-le là-bas, et le recevant, vous recevez une légion de fées. Chassez-le, vite. Je ne veux pas de lui d'abord. Soyez tranquille, ma cousine, répondit Marianne. Vous ne l'aurez pas, quand même vous le voudriez, monsieur le juge me l'a confié. Je le garde, il est sous ma tutelle, madame Macmiche. Et avec quoi le nourrirez-vous? Mais ça, c'est mon affaire, c'est plus la vôtre. Vous savez bien, ma cousine, que vous avez 50 000 francs qui sont à moi. Vous me les rendrez, vous les donnerez à Marianne, qui est ma gardienne, et nous vivrons tous là-dessus. Scélérat, menteur, s'écria la Macmiche, d'une voix étranglée. Marianne ne le croit pas. Ma fille, ne l'écoute pas. Marianne, pardon, ma cousine, je sais qu'il dit vrai. C'est moi qui le lui ai appris. Et maintenant que vous m'y faites penser, je me souviens d'en avoir parlé au juge. Et c'est peut-être ce que vous me demandiez en entrant. Malheureuse, tu m'as sensible, et je ne puis rien rendre. Je n'ai rien. Marianne, mais tout cela ne me regarde pas. C'est monsieur le juge qui en sera chargé par l'avocat. L'avocat, mais c'est une infamie que ces avocats. Ils condamnent toujours. Dans toutes les affaires, ils condamnent quelqu'un. Je n'ai rien, croyez-moi, mes chères, mes bonnes cousines, ayez pitié de moi. Pauvre veuve. Charles, mon bon Charles, écoute, intercède pour moi. Songe que je t'ai logé, nourri, habillé pendant 3 ans. Charles, eh bien, quant à ça, ma cousine, je ne vous en ai pas grande obligation. Logé comme un chien, oui, nourri au workhouse, habillé comme un pauvre, battu tous les jours, abreuvé d'humiliations et d'injures. Et pendant que vous me reprochiez le pain que je mangeais, que vous m'appeliez mendiant, vous aviez ma fortune, que vous me dissimuliez et qui payait au-delà de la pension de la maison. Non, mes cousines Dykins sont pauvres, elles ne peuvent pas me garder pour rien. Il est juste que ma fortune passe entre les mains de ma nouvelle tutrice. Mais je te dis, répondit madame Macmiche en joignant les mains, que je n'ai rien à rendre puisque je n'ai rien. Charles leva les épaules et ne répondit pas. Marianne contemplait avec dégoût cette vieille avare tombée à genoux au milieu de la chambre et continuant à implorer leur pitié à tous. La scène se compliqua par l'arrivée du juge de paix, accompagné du vieux monsieur que Charles avait vu à travers la croisée chez madame Macmiche. « Qu'est-ce que madame Macmiche ?» dit le juge avec ironie à genoux devant vos cousines. « Quel méfait, quel crime avez-vous donc commis ?» Madame Macmiche resta atterrée. Elle comprit que l'attitude de suppliante dans laquelle l'avait surprise son correspondant, et le juge déposé contre elle et la faisait préjuger coupable de quelque grande faute, elle ne trouva pas une parole pour s'excuser. « Madame Macmiche, continua le juge, je suis fâchée de vous dire que malgré vos dénégations et vos serments répétés, il paraît certain que vous avez réellement détenu à votre profit la somme de 50 000 francs appartenant à votre cousin et pupille Charles Maclance, lesquels 50 000 francs vous avaient été confiés par le père de Charles, au profit de son fils. »« C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je n'ai rien à ce garçon et je lui dois rien. » Le juge. « Prenez garde, madame Macmiche, il y a des preuves contre vous, des preuves écrites. »« C'est impossible, il n'y a rien d'écrit, j'en suis certaine. » Si vous persistez à nier, il faudra que je remette l'affaire entre les mains de Latournay. Et une condamnation sera le déshonneur. Et puis, les frais entameraient vos capitaux, à vous appartenant. Madame Macmiche se roula par terre en criant « Mon argent, mon pauvre argent, qu'on touche pas à ma caisse, hein, je vous ferai tous condamner à la déportation. Mais vous n'y arriverez pas, vous trouverez rien. » Le juge. « Calmez-vous, madame Macmiche. Il ne s'agit pas de vous prendre votre argent, mais de vous faire rendre celui qui ne vous appartient pas. Monsieur Blackday, veuillez parler à madame et lui faire voir clair dans cette affaire, ajouta le juge en souriant. Monsieur Blackday s'avança. Madame, dit-il, je vous informais tantôt que j'avais reçu une lettre dictée pour vous et qui me parlait de ces 50 000 francs. Cette lettre, m'avez-vous dit, était en tour infâme de votre petit cousin, Charles Maclance. Je vous ai parlé d'une autre lettre que m'avait adressée ce pauvre garçon.
Il me dépeignait sa lamentable situation et il me reparlait de cette somme dont monsieur le juge de paix, disait-il, avait connaissance. J'ai été touchée de l'appel de ce pauvre orphelin et je suis venue ici pour en causer avec vous, puis avec monsieur le pisse-justice. Vous avez tout nié. Monsieur le pisse-justice m'a tout démontré par des informations verbales, mais incontestables et par un papier écrit de votre main. Vous avez sans doute ignoré jusqu'ici cette dernière circonstance que je crois devoir vous révéler. Ce papier est le reçu écrit de votre main des 50 000 francs de Charles et remis à monsieur Macklens père, lequel l'a mis dans un portefeuille qu'il a confié à des mains sûres. Ce document existe encore. Nous l'avons vu. Monsieur le pisse-justice et moi. Et puis madame, à l'époque de la mort de monsieur Macklens, décédé dans votre maison, j'ai reçu de vous, pour être placé en votre nom, la même somme de 50 000 francs réclamée par Charles. Comment justifierez-vous de la possession de cette somme? Madame Macmish, atterrée par ces témoignages, accumulée, ne répondit pas. Elle ne voyait ni n'entendait plus rien de ce qui lui passait autour d'elle. Quand le juge lui demanda une dernière fois si elle voulait restituer à Charles le capital et les intérêts de la somme qui lui appartenait, ou bien subir les chances d'un procès qui la ruinerait peut-être, elle trembla de tous ses membres, effarée et perdue. Elle tira machinalement et avec effort la clé cachée dans son estomac, murmura d'une façon presque inintelligible. Cassette, clé, caisse. Sauvez, sauvez tout. Où se trouve la caisse demanda le juge de paix. Le mur, là, derrière l'armoire. Et poussant un gémissement douloureux, elle ferma les yeux et perdit connaissance. Le pisse-justice, la laissant aux mains de Marianne, sortit avec monsieur Blackday et a lâché madame Macmish pour ouvrir la caisse et voir ce qu'elle contenait. Ils trouvèrent la clé dans la cassette, mais ils eurent de la peine à découvrir la caisse, scellée dans le mur et masquée par l'armoire, qu'ils ne songeaient pas à la déplacer, à cause de son poids. Toutefois, en la poussant, ils découvrirent qu'elle était sur roulette et qu'elle se déplaçait très facilement. Ils ouvrirent donc la caisse et après quelques difficultés pour arriver jusqu'à l'intérieur, ils trouvèrent enfin le trésor. Les papiers relatifs aux 50 000 francs de Charles et les rouleaux d'or étaient séparés des 210 000 francs de valeur de madame Macmish. Le juge les prit, les compta, dressa un procès-verbal de la rentrée en possession, prit ensuite 6 000 francs en or provenant des intérêts durant 3 ans. Je laisse madame Macmish, dit-il, 1500 francs pour payer la pension du pauvre Charles pendant les 3 années de privation et de martyre qu'il a passées chez elle. Je vais remettre les 6 000 à Marianne pour la dépense courante et garder les 50 000 francs pour les lui verser entre les mains quand elle sera définitivement tutrice de Charles. Chapitre 16. Madame Macmish file un mauvais coton. Ces messieurs rentrèrent chez Marianne, où ils trouvèrent madame Macmish revenue de son évanouissement, mais d'une pâleur livide. En apercevant les rouleaux d'or que le juge de paix remit à Marianne, elle se dressa en poussant un rugissement comme une lionne à laquelle on arrache ses lionceaux, et retomba aux pieds du juge de paix. « Malheureuse créature, dit-il en la regardant avec dégoût, l'amour de l'or et le chagrin d'en perdre une partie sont capables de la faire mourir. Qu'allez-vous en faire, Marianne ? Marianne, et si vous vouliez bien vous en charger, monsieur le juge, ici nous n'avons pas de place. Impossible de la garder. Où est Betty ? Si on pouvait la voir, elle consentirait bien, je pense, à soigner son ancienne maîtresse. Betty est restée chez sa sœur, la blanchisseuse. Veux-tu aller la chercher, Charlot ? Elle s'établirait chez la cousine Macmish. Ouais, j'y cours, mais et si j'emmenais la pauvre Juliette, qui est si pâle, l'air lui ferait du bien quand même. Eh bien oui, mon bon Charles, emmène-moi, répondit Juliette. Je suffoque, j'ai besoin d'air et de mouvement. Charles passa le bras de Juliette sous le sien, et ils allèrent ensemble proposer à Betty de reprendre son service chez madame Macmish. Betty refusa d'abord, puis elle céda aux insistances de Charles et de Juliette. « Écoute, lui dit Charles en la soignant, tu feras un acte de charité, et tu assureras bien plus agréablement, puisque nous sommes riches à présent et que tu ne manqueras de rien. D'ailleurs, si elle est trop méchante, si elle t'ennuie trop, tu t'en iras et tu viendras chez nous ou chez ta sœur. » Ces raisons décidèrent Betty. Elle les accompagna chez Marianne. En route, ils rencontrèrent le charretier qui avait eu jadis une bataille avec madame Macmish et qui était resté dans le pays. Betty lui demanda de vouloir bien l'aider à transporter sa maîtresse chez elle. Il entra donc chez Marianne, pendant que Charles,
qui redoutait de mettre Juliette en présence de Madame Macmiche, lui proposa de continuer leur promenade en dehors du bourg. « Bien le bonjour, madame, dit le charretier en entrant. « Ça y est, ça, la bourgeoise qu'il faut ramener chez elle ? Qu'est-ce qu'elle a donc ? Elle est blanche comme un linceul, on dirait une morte. » « Non, non, elle n'est pas morte. Allez, répondit Betty. Est-ce que les méchantes gens meurent comme ça ? Le bon Dieu les conserve pour leur donner du temps du repentir, et puis pour la punition des vivants. Voyons, faut-il que je l'emporte ? Ouais, si vous voulez bien. Elle n'est pas lourde, je pense. Elle vit d'air, par économie. Et si elle revient, et qu'ils lui prennent envie de me battre, en répondez-vous ? Oh, moi je ne réponds de rien. C'est à vous garer. Ah, mais dites donc, c'est ce que je ne voulais pas sentir, ces ongles sur ma peau. Et moi d'abord, je lâche, ni une ni deux, au premier de poing, je la fais rouler par terre. Oh, vous ferez comme vous voudrez. Ça vous regarde. Bon, j'enlève le colis. Oups, j'y suis. Et Madame Macmiche se trouva chargée comme un sac de farine sur le dos du charretier, ses jambes pendant par derrière. Sa tête retomba sur la pointe du charretier, Betty suivait, et eurent à peine fait 100 pas, que le fardeau du charretier commença à s'agiter. Et la bourgeoise ne bougeait pas. C'est qu'elle remue comme une anguille. Sapristi, tenez-lui les jambes, mistress Betty. Elle bat le tambour sur mes mollets à me briser les os. Allons donc, la bourgeoise. Je vais la serrer un brin pour la faire tenir tranquille. Il la serra si vigoureusement dans les bras d'Hercule que Madame Macmiche reprit tout à fait connaissance. Et voulant se débarrasser de l'étau qui arrêtait sa respiration, elle serra et pinça cruellement le cou du charretier. Il poussa un cri, ou plutôt un hurlement effroyable, et ouvrant les bras, il laissa tomber sa vieille ennemie sur un tas de pierres qui bordait la route. À son tour, Madame Macmiche cria de toute la force de ses poumons. « Pourquoi l'avez-vous jetée » dit Betty d'un ton de reproche. « Tiens, j'aurais voulu vous y voir. Elle m'a pincée au sang comme une enragée qu'elle est. »« Pincée ? Pas possible. Bah tenez, voyez la marque de mon cou. »« Ma foi, c'est vrai. Est-elle traître ? Elle n'avait que les doigts de libre et elle s'en est servie contre vous. » Bah, je le disais bien, oui, dit le charretier. J'en avais comme le pressentiment. Je ne m'en charge plus cette fois. Faites ce que vous voudrez, je ne la touche pas, moi. Allez, au revoir, Madame Betty. Bien fâchée de vous laisser empêtrer de cette besogne. Vous ne vous en tirerez qu'en la laissant se calmer, en se roulant sur ses pierres. Tenez, voyez comme elle s'agite. Betty, d'un air résigné. Envoyez-moi du monde, s'il vous plaît, je vais la faire porter chez elle. Le charretier, qui était un bonhomme, s'en alla, mais revint peu d'instants après avec un brancard et un ami. Ils enlevèrent Madame Macmiche malgré ses cris, la posèrent sur le brancard et la déposèrent chez elle sur son lit. En guise de remerciement, elle leur prodigua force injures. « Allez toujours, je me moque bien de vos propos et de vos claques. J'ai l'oreille et la peau dure. Ce n'est pas pour vous ce que j'en fais, hein. Oh là là, c'est pour la soulager, mistress Betty, qui est une brave fille et qui a une réputation bien établie dans le pays. Au revoir, mistress Betty. Au revoir, monsieur Donald, et bien des remerciements. Bah tiens, vous savez mon nom? Comment que ça se fait? Bah je l'ai su dès le jour où vous avez eu cette prise avec ma maîtresse. On disait que vous deviez vous établir dans notre bourg. Et vous y êtes tout de même. Ah, c'est vrai. Et j'espère bien trouver une place et y rester. Allons, je vous laisse. Viens-tu, Ned? Ouais, j'y vais. Bonsoir, mistress Betty. Bonsoir, et merci, monsieur Ned. Ah ça. Mais vous connaissez donc chacun de nos noms? Bah, c'est pas malin. Vous venez de l'appeler Ned. Je le répète après vous. Ah! Elle a de l'esprit tout de même, dit Donald à Ned en s'en allant. Betty, restée seule près de Madame Macmiche, lui donna quelques soins qui furent repoussés avec force injure. Je veux être seule. Je veux être seule. Je ne veux pas vous laisser tant que vous n'êtes pas remise sur pied, madame. Madame Macmiche essaya de se relever. Elle poussa un gémissement et retomba sur son oreiller. Elle ne pouvait ni se redresser ni se retourner sur son lit. Betty, inquiète et redoutant quelques fractures, proposa alors à Madame Macmiche d'aller chercher le médecin. Et moi, je vous propose d'aller chercher un café parce que c'est la fin de cette émission et qu'il faut tenir encore jusqu'au bout de la nuit puisqu'il y a encore plusieurs chapitres à découvrir et à terminer avec le bon petit diable. Je vous retrouve donc dans une prochaine émission. Merci d'avoir été fidèles encore une fois et on se dit à très bientôt pour un nouveau voyage. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager vos envies sur les réseaux sociaux grâce au hashtag VBN. Allez, on se retrouve très vite dans Voyage. Ciao!